Le sujet de la vidéo du jour est simple. Comment gagner de l'argent avec les cartes Pokémon? Je vais vous présenter les méthodes que j'ai testées, je vais vous donner leurs avantages, leurs inconvénients et surtout sans langue de bois. On commence par la méthode la plus classique. 99% des boutiques utilisent cette façon, c'est tout simplement de travailler avec des fournisseurs / grossistes. Comment ça se passe en fait concrètement? Vous avez Asmodée qui chapeaute un petit peu le marché, c'est le distributeur officiel de Pokémon. Vous pouvez directement passer par Asmodée qui vont vous livrer les derniers produits Pokémon. Et ensuite vous avez les fournisseurs qui eux-mêmes sont livrés par Asmodée. Cela signifie que si vous passez par les fournisseurs / grossistes, vous allez payer un peu plus que si vous passez par Asmodée. C'est normal, ils font leur marge. En gros, tu montes une structure, tu trouves un fournisseur et tu achètes au prix professionnel. Quels sont les avantages de passer par un fournisseur / grossiste / Asmodée? Déjà, premièrement, tu vas avoir le stock récent. Normalement, tu vas avoir toute la line-up de chaque nouvelle série, booster, tripack, ETB, display. Et parfois, tu peux les avoir en avant-première, c'est-à-dire une semaine avant la sortie officielle. Deuxième avantage, tu vas payer moins cher que le prix magasin, c'est normal puisque tu vas passer par un professionnel. Je vais vous donner des prix dans cette vidéo, c'est très simple. Une ETB quand tu es professionnel et que tu passes par un grossiste, on va dire, tu vas la payer entre 40 et 42 euros TTC. Une display, c'est entre 150 et 160 euros TTC. Un booster, c'est 4,30 euros à peu près TTC toujours. Et finalement, l'item le plus rentable, ce sont les tripacks puisque tu vas les payer environ 10 euros, 10,50 euros, ce qui fait que ton booster à l'unité, tu vas le payer aux alentours des 3,80 euros. Troisième avantage de travailler avec un fournisseur, si tu montes ton sérieux, que tu payes les factures à temps, potentiellement tu vas avoir plus de stock sur les prochaines séries. Ça s'appelle des allocations. Les allocations seront beaucoup plus fortes et du coup tu pourras te retrouver avec 10 ETB plutôt que 3 ETB et ça c'est plutôt cool. En fait, cette technique c'est vraiment le seul moyen stable d'avoir un business plan sur Pokémon. Je vais vous expliquer tout ça par la suite, mais en gros quand tu travailles avec un fournisseur, normalement tu as tous les produits qui sortent, donc c'est plutôt vraiment intéressant. Par contre, il y a pas mal d'inconvénients de travailler avec les fournisseurs et c'est là que ça va vous intéresser. Déjà, premièrement, il faut que tu aies un statut légal, c'est obligatoire. Puisque tu travailles avec les professionnels, il faut que tu aies une structure. Quand je parle de structure, vous pouvez très bien avoir une micro-entreprise. Par contre, beaucoup de fournisseurs ne souhaitent pas travailler avec les personnes qui ont des micro-entreprises car ça fait pas forcément très sérieux. Donc, il faudra peut-être à minima avoir une société, donc une SASU, SARL, URL, etc. Vous avez l'habitude. Le problème quand tu crées une société, c'est que c'est beaucoup de démarches, beaucoup de papiers. On est en France, l'administration, c'est une catastrophe. Choisir un statut en fonction de vos besoins, c'est pas si simple. Il faut s'entourer, sous-traiter la comptabilité, peut-être même faire appel à un avocat fiscaliste qui pourra vraiment vous aider. Enfin bref, c'est tout un cheminement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais finalement, le prix fournisseur, si vous regardez bien, il est pas non plus super bas. Une ETB à 40 euros, c'est pas non plus extrêmement faible, tu vois. Et si tu suis le prix de vente conseillé, qui se trouve en magasin, notamment Culturas, Mistoys, machin, ton ETB, tu vas la vendre 55 euros. Donc imagine, tu payes ton ETB 40, tu la vends 55, tu as une case, donc ça te fait 10 ETB, ok? Tu fais 15 euros de bénéfice, attention, x 10, ça fait 150 euros par case d'ETB, donc tu n'en as qu'une. Et à cela, il faudra enlever toutes les différentes charges. Si tu es en micro-entreprise, il faudra que tu enlèves l'URSSAF. Donc 12,3% plus les impôts. En fait, avec ta case d'ETB, tu ne vas rien gagner. Donc ce n'est pas une solution viable à long terme si tu décides de vendre directement tous les produits que tu as au prix de vente conseillé. Quand tu vas commencer à travailler avec les fournisseurs, au tout début, tu vas avoir peu de quantité. Je peux te dire, ça va être compliqué. Tu vas pas pouvoir avoir 15 displays, 30 ETB, ce n'est pas possible, surtout dans cette période où il y a énormément de demandes pour travailler avec les grossistes, fournisseurs, Asmodée, etc. Autre inconvénient, c'est que tu n'as pas le choix du stock que tu vas acheter. Imaginez les entreprises qui se sont lancées à l'époque de Mascarade Crépusculaire, Couronne Stellaire, Fable Nébuleuse et qui devaient acheter en masse ces items. Vous le savez peut-être, mais à cette période, beaucoup de boutiques ont failli mettre la clé sous la porte, tout simplement parce que les séries ne se vendaient pas. Et si vous ne vendez pas, vous ne faites pas rentrer d'argent, vous ne pouvez pas racheter les autres séries, etc. Engrenage. Et quand tu travailles avec un grossiste, il faut que tu aies une bonne trésorerie. Parce qu'à tout moment, frérot, tu te prends une facture de 3000 euros parce que tu dois payer la nouvelle série, des nouveaux coffrets annexes, des decks, etc. Et si tu n'as pas la trésorerie, t'es mort. Parce qu'un fournisseur, il faut que tu lui montes ton sérieux. Si tu payes 100 ans après la commande, il va dire non mais attendez, vous n'êtes pas sérieux, moi j'ai 50 personnes tous les jours qui m'envoient des mails pour travailler avec moi, vous croyez que je vais rester avec vous alors vous mettez 100 ans? Il y a plein de gens qui sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent que vous, donc moi je préfère privilégier une nouvelle personne. Donc non les gars, si vous travaillez avec un fournisseur les gars,
vous payez comptant directement. Et si dans votre commande, vous avez un coffret abîmé ou alors il manque un booster ou j'en sais rien, on s'en fout les gars. C'est tellement une opportunité de travailler avec un grossiste. Et autre inconvénient majeur, c'est que si tu n'as pas de boutique physique, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tu ne peux pas travailler avec Asmodee. Asmodee, fournisseur officiel Pokémon, je vous l'expliquais tout à l'heure. Et c'est très compliqué de travailler avec eux. Il y a une période où c'était possible parce que voilà, c'était pas non plus énormément demandé les cartes Pokémon. On parle à l'époque des boucliers et tout ça. Mais maintenant, les gars, je peux vous dire que c'est impossible. J'ai discuté avec des gens autour de moi et il faut que vous ayez une boutique physique et même que vous distribuez autre chose que Pokémon. Et ça, c'est vraiment chiant. Je vous l'ai dit dans cette vidéo, il n'y a pas de langue de bois. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire si vous travaillez avec un grossiste. Étant donné que vous n'aurez pas beaucoup de stock dès le début, il va falloir que ton stock, tu le vendes de manière stratégique. Premièrement, tu vas vendre une partie pour rembourser un petit peu et pour faire grandir ta trésorerie. Et si tu as les moyens, tu vas prendre quelques items que tu vas stocker pour revendre plus tard. Oui, je sais, c'est une méthode décriée. Beaucoup de personnes vont vous traiter de scalper et tout ça et on a l'habitude. N'écoutez pas ces gens. Pourquoi ne les écoutez pas? Parce que tant qu'ils ne sont pas dans le milieu des cartes Pokémon en tant que vendeurs et que leur revenu dépend de la vente des cartes Pokémon, ils ne peuvent pas parler. Qu'est-ce que vous préférez? Travailler avec un grossiste, payer 10 ETB à 400 € on va dire, et les revendre 550, gagner 150 €, puis ensuite payer vos charges et être un petit peu dans la merde et au bout de 3 mois mettre la clé sous la porte, mais attention, personne ne vous a critiqué, ou alors vous faire critiquer sur les réseaux parce que vous êtes une boutique et vous ressortez 6 mois après des ETB évolution prismatique un peu plus cher, peut-être 90, 100 €, mais pérenniser votre entreprise, tirer un petit peu des revenus et vivre tout simplement. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que je vous le dis, ce n'est pas possible de vivre de Pokémon si vous vendez les items que vous avez en petite quantité, je précise. Si vous avez 400 ETB, bon, vous pouvez vendre prix conseillé. Mais si vous avez 10 ETB, vous les vendez prix conseillé, les gars, en 1 mois et demi, vous mettez la clé sous la porte, je vous le garantis. Et quand vous travaillez avec un grossiste, un fournisseur, pour la revente, je vous conseille vraiment une seule chose. Ne créez pas de site internet, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas la notoriété pour justement que votre boutique tourne facilement. Les gens vont arriver sur votre boutique, ils vont dire c'est quoi? Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît pas? Est-ce que c'est un scam? Est-ce que c'est pas un scam? Pour peu que vous vous trompiez dans une commande ou alors que vous oubliez quelque chose, là les gars, c'est terminé, vous allez avoir des avis négatifs et le business va être compliqué. Utilisez justement les services qui vous sont à disposition. eBay, magnifique plateforme pour vendre des items scellés. Pourquoi? Parce que tu mets ton annonce, tu peux choisir la quantité, les réductions, mettre de bonnes photos. eBay, voilà, ça fait 25 ans que l'entreprise existe, c'est connu, donc pas de souci. Et sinon, vous avez également Vinted. Vinted, c'est très bien. Pourquoi? Parce que vous ne payez aucun frais, c'est l'acheteur qui paye les frais. Le problème avec Vinted, c'est que vous ne pouvez pas choisir la quantité de produits que vous mettez en ligne. Ça veut dire, vous avez 10 ETB, il va falloir faire 10 annonces avec les 10 ETB. Et ça, c'est vraiment relou. Ensuite, comment gagner de l'argent avec les cartes Pokémon? C'est tout simplement acheter des collections. C'est clairement la méthode déjà la plus fun, mais surtout la plus rémunératrice. C'est une méthode plutôt simple, elle consiste tout simplement à acheter un lot de cartes qu'un vendeur souhaite se séparer. Mais acheter une collection, que cela signifie? Le but ici, c'est de faire une économie sur la quantité de cartes que vous achetez. Et surtout, de ne pas payer le prix de la cote sur chaque carte, sinon ça sert à rien. Je vous donne un exemple très simple. Dans une collection, il y a 100 cartes. Vous payez la collection 500 €. Ça fait 5 € la carte. Mais dans ce lot, vous avez peut-être des cartes qui valent 40 €, des cartes qui valent 20 €, des cartes qui valent peut-être 1 €, 1,50 €, mais des cartes qui valent beaucoup plus cher. Et c'est comme ça en fait que vous allez tout simplement jongler avec la rentabilité. Voilà comment je fais quand je rachète des collections. Pour le récent, on va partir sur 30 à 35% moins cher que la cote. C'est-à-dire que ta carte, elle vaut 100 €, d'accord? Sur la cote eBay, ben moi je vais la payer 70, comme ça je fais ma marge. Ok, jusque-là, rien de compliqué, c'est à peu près le tarif que tous les professionnels utilisent, notamment dans les conventions, sur leur boutique en ligne, etc. Par contre, mon avantage, c'est que je suis expert dans le vintage, donc je connais très bien les cartes anciennes, Wizard, BlockX, DP. C'est là que moi, je fais de bonnes affaires. Parce que déjà, tu ne peux pas vraiment dire que cette carte vaut tel prix, ce n'est pas possible. Une carte ancienne, il y a l'état, il y a le côté reverse, si c'est une holo reverse, c'est une reverse classique, il n'y a pas énormément de ventes qui sont répertoriées sur les différentes plateformes. Donc en fait, c'est toi et ta connaissance. Et c'est là que tu vas faire de bonnes affaires. Donc moi, vu que je connais bien le marché, entre guillemets, je fais très rarement de mauvaises affaires. Quoique la dernière vidéo, j'ai racheté une collection à 400 € et finalement, c'était pas non plus la folie. C'est pour ça qu'il faut faire
très attention. Quand vous achetez une collection ancienne, il faut vraiment que vous soyez un professionnel parce que sinon, ça peut vous amener à la banqueroute. Bon, j'exagère. Si vous rachetez une collection à 5 000 € et qu'il n'y a que des états chiffons ou alors que tu n'as pas bien vérifié le dos et que chaque carte, il y a marqué les initiales de son propriétaire, vous êtes finito. Mais en tout cas, la chose que je peux vous confirmer, c'est qu'en rachetant des collections anciennes, c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. Alors, les avantages de racheter des collections, déjà, dans un premier temps, tu peux acheter des collections et te rendre compte que dedans, il y a des pépites inattendues. Tu sais pas pourquoi, tu ouvres le classeur, tu enlèves ta carte du BlockX en holographique de la page et hop, derrière, tu te rends compte qu'elle existe aussi en version reverse et que le gars, il a fait ça sur toutes les pages. C'est déjà arrivé, il y a des gens qui ont acheté des classeurs et en fait, il y avait 2 à 3 cartes par slot et dedans, tu avais des cartes de fou d'air. Donc là, je t'imagine même pas à quel point ça peut être vraiment banger. Tu peux faire un x10 d'un coup. Comme je disais, les gens vendent dans l'eau, donc toi, tu vas acheter moins cher qu'au prix de la cote. Donc très très bel avantage. Si tu fais une remise en main propre et que tu vas voir la personne, à tout moment, tu te rends compte que la carte que tu avais vue en photo, et finalement, elle est dans un état encore mieux, tu vois. Et là, ça peut être banger parce que sur une carte vintage, une différence de conditions peut vraiment te tripler la valeur de ta carte. Je vous le dis. Il y a des cartes PSA 10 du BlockX en holo reverse qui partent à 3-4 000 €, les gars. Vous entendez bien ce que je dis, c'est une dinguerie. Donc il suffit que ton état est vraiment légèrement au-dessus, qu'elle prenne une bonne note à la gradation et là, t'es Gucci mon frérot. Et enfin, le dernier avantage, le coef multiplicateur, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. En gros, vous ne pouvez pas faire mieux qu'en achetant des collections en termes de coef multiplicateur, je vous le dis. Maintenant, les inconvénients, et il y en a pas mal. Déjà, premièrement, les bonnes collections se raréfient, les gars. C'est devenu mission impossible. Tout le monde connaît les prix et surtout, il y a vraiment des gens qui sont partout, qui checkent toutes les annonces, qui ont même parfois des bots pour vraiment trouver l'annonce parfaite. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, ça je le reconnais. Il y a beaucoup de personnes qui ont retrouvé leur tignon du set de base en édition 2 et qui pensent que leur carte vaut 600 €. Donc là c'est très compliqué de négocier avec des gens qui n'ont pas du tout, on va dire, la tête sur les épaules et qui comprennent un peu le marché. Pour moi le pire inconvénient avec le rachat de collection, c'est que tu ne peux pas baser ton business plan dessus tout simplement parce que les collections ça va et ça vient. Tu ne peux pas te tirer de revenus fixes parce qu'il y a des mois où tu vas peut-être rien trouver et ça c'est assez chiant. C'est également risqué comme j'ai dit tout à l'heure parce que si tu rachètes une collection et que tu t'y connais pas bien, à tout moment tu auras mobilisé la trésorerie et tu vas perdre de l'argent parce que tu n'arriveras pas à revendre ou alors tu revendras moins cher. Il faut vraiment être un expert dans son domaine. Je parle surtout pour l'ancien. Il faut être un expert, vraiment les gars, faites-moi confiance. Je fais ma petite publicité, mais si vous vendez des collections anciennes, vous savez quoi faire. Mon conseil pour acheter des collections de cartes Pokémon, il est très simple. Et attention, écoutez bien, il faut que vous créiez des systèmes pour que les collections viennent à vous et pas l'inverse. Parlez-en autour de vous, parlez-en à votre famille, vos anciens amis. Faites des annonces dans les groupes Facebook, Discord, Instagram. Bon allez, sans langue de bois, je vous donne une technique qui m'a permis d'avoir les meilleures collections Pokémon. Alors je vous le dis, maintenant c'est devenu mission impossible avec cette technique et beaucoup de personnes l'ont fait. Mais j'étais le premier à le faire dans la communauté Pokémon en France, les gars. J'ai cherché partout, personne ne le faisait. J'avais créé une publication Instagram dans laquelle il était noté « Je rachète vos collections ». Et en description, j'avais mis toutes mes coordonnées. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai sponsorisé la publication avec une cible de personnes entre 20 et 49 ans. J'avais mis toute la France, j'avais choisi des critères vraiment précis, des personnes qui aiment Pokémon, mais pas que ça, la culture, manga, tout ça. Et en fait, ces publications arrivaient directement chez ma cible, donc ces personnes-là. Et en fait, elles scrollaient comme ça, elles tombaient sur ma pub et elles pouvaient cliquer, m'envoyer un message et en gros, elles me disaient « Ouais, j'ai une collection, est-ce que ça t'intéresse ?» Et les gars, j'ai racheté des collections comme ça. Pas pépite. Et ouais, moi, je suis malin, les gars. Moi, école de commerce, marketing digital, les gars. En vrai, sans faire le mec, c'était incroyable. Je vous dis, j'ai racheté une collection, les gars, mais là, la collection, j'ai fait un x200. Peut-être que j'en parlerai dans une de mes vidéos. Je vous expliquerai mes meilleures affaires Pokémon. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, cette technique a vraiment bien fonctionné. Puis après, tout le monde l'a fait. Donc maintenant, ça n'a plus aucune valeur ajoutée. Il y a toujours moyen de trouver des collections et de faire en sorte qu'elles viennent à vous. Les amis, dans cette vidéo, je vous donne les meilleures astuces. Et là, je vais vous en donner une qui est exceptionnelle. Et là, pareil, peu de personnes le savaient. Achetez les collections sur eBay. Vous savez pourquoi il faut acheter sur eBay? Parce que sur eBay, vous avez le paiement en PayPal et vous avez le paiement 4 fois PayPal. C'est quoi un 4 fois PayPal? C'est une avance de trésorerie, les gars, on va pas se mytho. En gros, tu achètes une collection 1500 €, tu vas la diviser en 4. Tu payes ta première échéance, donc 1500 divisé par 4. Et puis tous les mois, pendant 3 mois restants, tu vas payer la différence. Sauf que il n'y a pas de taux d'intérêt. Ça veut dire que c'est une avance sur trésorerie gratuite.
Ça, c'est pépite. Et à l'époque, qu'est-ce que je faisais moi sur Vinted? Eh ben, je rachetais les collections en x4 puisqu'il y avait PayPal à l'époque. Je m'étais gavé les gars, j'ai construit toute ma collection du Block-X comme ça. Et voilà, malheureusement, c'est terminé. Voilà encore un petit conseil que vous connaissez peut-être pas. Mais le paiement PayPal x4, c'est une dinguerie. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver de bonnes affaires? Je vais en faire une vidéo bientôt. C'est scroller sur les réseaux, tout simplement Vinted, eBay. Vous scrollez 1 heure par jour, c'est chiant, c'est chronophage, c'est vraiment aberrant tellement Bref, c'est vraiment merdique, mais il faut le faire parce que c'est là que vous allez trouver de bonnes affaires. Et dans une vidéo que je vais tourner, je vais vous montrer une technique spéciale pour vraiment avoir les meilleures affaires sur Vinted. Donc voilà, vous faites ça les gars, faites-moi confiance. C'est chiant, mais vous allez trouver vraiment des dingueries. En tout cas, moi, c'est comme ça aussi que j'ai trouvé des pépites. Bon, maintenant que tu as les cartes à unité et que tu veux les vendre, tu fais comment? Est-ce que tu vas te prendre la tête à tout prendre en photo, tout pricer, mettre dans un classeur et publier en vente? Ou alors, tu décides de lancer un stream sur l'application Whatnot, de passer des cartes à unité anciennes et là, de faire un carton. Qu'est-ce que tu préfères faire? Moi, je te conseille Whatnot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque de vendeurs de cartes à unité anciennes. Il y a peu de monde qui font ça et c'est un créneau à prendre. Je l'ai déjà pris et je peux vous dire que les spectateurs viennent en masse. Bon après, je suis connu, forcément c'est un peu biaisé, mais je peux vous dire que si vous venez sur Whatnot avec un concept cool et des belles cartes, vous allez cartonner. Et d'ailleurs, avec le premier lien en description, je fais ma pub une deuxième fois, vous avez 15 € offerts sur l'application Whatnot. Vous appuyez sur le lien, vous créez un compte, vous avez 15 €, vous utilisez où vous voulez, ça soutient la chaîne. Mettez-moi bien, utilisez ce lien, c'est cool. En plus, je live sur l'application tous les jeudis. Mais enfin bref, Whatnot, ça manque de vendeurs de cartes à unité. Après, vous avez Vinted et eBay, tout ça, mais c'est un peu plus long et c'est moins rémunérateur, je trouve. J'ai une troisième technique pour gagner de l'argent. Et d'après vous, qu'est-ce que c'est que cette technique? Eh bien, c'est tout simplement faire des brocantes. Pas acheter, vendre en brocante. C'est incroyable les brocantes. Déjà, c'est convivial. T'es dehors, tu discutes, tu manges ton sandwich au fromage à 8 h du matin. C'est que du kiff. Et c'est surtout très rentable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, quand t'es en brocante, tu peux te permettre de vendre un peu plus cher. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Surtout sur le récent, les gens sont prêts à acheter un peu plus cher. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, en brocante, tu peux quasiment tout vendre. Des communes, des lots de communes, des reverse, des holographiques récents. Tout se vend. Un autre avantage incroyable, c'est que tu n'as pas de frais de commission ni d'expédition. Et c'est pour cette raison que les personnes sont prêtes à payer un peu plus cher pour éviter tous les tracas de la poste et tutti quanti, tu vois. Là, c'est vraiment banger. Tu as la carte, tu payes, tu repars avec. Ça, c'est trop bien. Si le vendeur est sympa, il t'offre un top loader. Autre avantage quand tu exposes en brocante, c'est que tu as un stand, donc les gens peuvent venir directement avec leur collection et te les vendre ou échanger. Ça, c'est vraiment bien. Et souvent, en brocante, tu as peu de concurrence sérieuse. En général, quand tu arrives dans une brocante, en tout cas chez moi, tu as toujours un très beau stand, vraiment nickel crop. Puis après, tu as des gens qui arrivent et qui mettent des cartes communes par terre sur un drap, tu vois. Donc là, c'est sûr que quand tu arrives dans une brocante et que les vendeurs en face agissent comme ça, bah, tu es tranquille, tu sais que tu vas avoir du monde. Autre point positif, c'est que tu n'as aucun frais fixe. Tu payes la place entre 15, 20, 25 €. Donc en vrai, ça va. Tu arrives tôt le matin, donc tu es le premier à être sur les lieux et tu peux donc voir les autres stands et trouver les bonnes affaires tôt le matin. Dernier avantage, comme j'ai dit, sans langue de bois, c'est tout simplement que vous allez faire de l'espèce. Donc c'est important, attention, l'espèce, il faut le déclarer aussi. Mais c'est bien d'avoir de l'espèce parce que flemme tout le temps payer sa carte bleue, le péage en carte bleue, le pain en carte bleue. Au final, tu fais des micro-transactions. Là, tu sors un billet, bim, tu payes et ça fait plaisir d'avoir du cash. Donc voilà pour le dernier avantage. Maintenant, on va passer aux inconvénients de faire des brocantes. Et déjà, c'est que ta recette va dépendre tout simplement de la météo. S'il pleut, s'il y a du vent, il y aura moins de monde, donc moins d'argent. Les brocantes sont propices au vol. Donc tu arrives, tu as ton stand et tu as quelqu'un, il peut venir, tu regardes pas, bim, tu bois une canette d'ice tea sur le côté avec ton collègue, il te vole un classeur. Bon, malheureusement, ça arrive. Selon la brocante où tu exposes, parfois, il n'y a personne. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça dépend dans la ville dans laquelle tu es, etc. Il faut se lever très tôt aussi pour y aller. Il y a beaucoup de gens en brocante qui comprennent absolument rien et qui veulent te négocier un drac au feu de set de base à 3,50 €. Donc ça, c'est dommage. Il faut avoir les nerfs solides et être patient. Donc voilà, bon, après, ça fait partie du jeu. Et le problème majeur des brocantes, c'est que tu ne peux pas vendre de scellé. Donc tu as des mecs qui viennent te dire que oh, t'as pas le droit de vendre ton ETB scellé, mais par contre, qui passe à côté d'un stand qui vend un classeur rempli de fausses cartes, là, rien n'est dit. Oh, c'est bon, vas-y, continue. Allez, enrichis-toi avec des cartes d'AliExpress pendant que toi, t'as ton ETB que tu ne peux pas vendre parce qu'elle est scellée. Voilà, encore une fois, il y a des petits couacs, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Mes conseils pour
pour bien vendre en brocante, c'est tout simplement de choisir une grande brocante. Déjà, c'est la première des choses. Installe un stand propre et organisé. Les classeurs bien rangés, les cartes visibles, les prix affichés, très important. Propose des produits de niche, des cartes Wizard, Block-X, Diamant et Perle, mais aussi des produits plus mainstream, des cartes récentes communes, des ultra rares, du bloc et karaté violet. Faire également des lots de cartes communes. En fait, le maître mot des brocantes, c'est le choix. Quand quelqu'un arrive sur ton stand, il faut qu'il trouve son bonheur. Donc s'il aime les peluches, bah, tu mets des peluches, tu ramènes des boîtes vides, tu ramènes des lots de cartes, des classeurs, des cartes gradées peut-être, des cartes sous top loader. C'est très important la variété parce que tu vas toucher un spectre plus large. Et surtout, reviens régulièrement, essaye d'exposer tous les dimanches ou alors 2 fois par mois parce que en fait, la régularité fait que tu vas avoir des clients fidèles, ils vont venir très régulièrement et surtout, bah, ils auront confiance en toi et donc ils pourront aussi te vendre leur collection ou faire des échanges. Et enfin, pour terminer, sachez que des personnes vivent uniquement des brocantes, c'est tout à fait possible. Autre moyen pour gagner sa vie avec les cartes Pokémon, c'est envoyer des cartes à la gradation. C'est très simple, tu envoies tes cartes chez PSA ou PCA ou CCC. Je vous conseille ces 3 sociétés, même si je privilégie plus PSA. Après CCC, moi j'aime beaucoup le boîtier, mais est-ce que ça apporte une vraie valeur sur le marché? En tout cas sur le vintage, oui, parce qu'il y a des cartes extrêmement rares, des Rayquaza Star et tout ça qui se vendent très cher. Mais est-ce qu'un Rayquaza Star en français, finalement, peu importe le boîtier, se vendrait pas cher? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec ces sociétés. Je les aime bien, il n'y a pas de problème, mais je préfère quand même partir chez PSA parce que je sais que c'est la sécurité, même si on va parler des inconvénients juste après. Pourquoi faire grader ces cartes? Tout simplement parce que la valeur de ta carte peut tripler, quadrupler et même plus. Ça protège ta carte et lui donne une authenticité officielle et ça donne également un côté professionnel à tes ventes. Avoir des cartes gradées, ça prouve que tu connais bien le marché, que tu sais comment en envoyer, etc. Le problème des sociétés de gradation, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Et beaucoup ne valent pas grand chose sur le marché. Je ne critique pas le travail des sociétés de gradation, c'est bien qu'elles existent, mais si tu pars d'une logique business, ça sert à rien d'envoyer tes cartes chez certaines sociétés. Ça ne sert à rien puisque tu vas pas avoir de plus-value dessus. Après, si tu veux juste collectionner, que tu vas jamais revendre, même si je trouve que c'est une énorme connerie de faire ça, parce qu'au bout d'un moment, frérot, si tu as un souci et que tu veux vendre ta collection pour, je sais pas, payer une voiture ou j'en sais rien, mais frérot, t'inquiète pas que ta carte gradée, elle sert à rien. Tu vas devoir casser le boîtier pour la vendre en loose parce qu'elle se vendra pas. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller chez les entreprises leaders sur le marché. Ensuite, le problème de société de gradation, c'est que les délais sont trop longs et c'est chiant. Tu envoies une carte chez PSA, et en 2025, tu reçois ta carte en 2028. Donc, au bout d'un moment, c'est bon. Je rigole, bien sûr. Mais en gros, il faut compter 6 mois, 8 mois, des fois, c'est vraiment aberrant. En plus de ça, tu as toujours un risque de perdre tes cartes pendant l'envoi, donc la poste la perd, ou alors pendant le trajet de l'entreprise de gradation vers chez toi, ou alors la société de gradation t'abîme ta carte et te le dit pas, donc tu reçois ta carte, t'es dégoûté. Voilà, hein, je vais pas en parler, mais il y a plein de problèmes comme ça. Attention, l'erreur est humaine, mais il faut toujours assumer. Et surtout, faire grader ces cartes, ça coûte très cher, mon gars. Ça coûte très cher. Pour la gradation de mon Pikachu Star chez PSA, 120 € parce que la carte coûte très cher et que finalement elle n'a pas été gradée parce qu'apparemment elle est inked et qu'en plus ils te remboursent pas, ça fait mal, frérot. Donc voilà, je vous dis, ça coûte très cher, donc c'est un investissement. Attention, voici mes conseils. Ne grade pas de cartes qui a une valeur en dessous de 50 €. Ça sert à rien de grader des cartes holographiques du bloc et karaté violet. Tu vas perdre de l'argent, c'est sûr. Comme je le disais tout à l'heure, envoie uniquement chez PSA, PCA ou CCC. Bon, c'est dégueulasse de dire ça parce que je mets de côté les autres sociétés, mais on va dire que c'est les seuls qui ont fait leurs preuves sur le marché. PSA, c'est une valeur sûre. PCA sont là depuis des années et bon, ils ont eu plein de dramas, etc. Et CCC, franchement, je trouve que le travail est vraiment de qualité. Les boîtiers sont magnifiques, ils gradent de l'ancien, ils sont experts. Et je vous le dis honnêtement, s'il n'y avait pas PSA, je graderais chez CCC. Très sincèrement, parce que c'est trop beau, tu vois. En vrai, dans un monde idéal, moi, j'aimerais que CCC soit aussi puissant que PSA. Comme ça, j'envoie tout chez eux. Parce que PSA, c'est claqué, c'est moche les boîtiers. Les étiquettes sont pas ouf. Alors que CCC, ça a quand même un haut standing, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Peut-être que je vais m'envoyer chez CCC, je sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille ces 3 entreprises-là en espérant qu'elles continuent à faire leurs preuves sur le marché et en espérant également qu'une antenne de PSA arrive enfin en Europe. Apparemment, c'est dans les tuyaux. Enfin bref, si c'est le cas, ça serait quand même incroyable. Il y a d'autres entreprises qui font un excellent travail. Je ne veux pas jeter la pierre sur ces sociétés. Je pense à Pure Grading, je pense à Collectora. Elles font du bon taf. C'est pas mon créneau, entre guillemets, parce que je recherche vraiment de la valeur ajoutée, mais elles font quand même du bon travail, donc dédicace à eux. Et ensuite, une fois que tu auras tes cartes gradées, il va falloir les vendre. Et là, il faut être très astucieux parce que
vendre des cartes gradées peut vraiment t'amener, on va dire, un petit peu à la dérive dans le sens où c'est vraiment un marché de niche. Donc il faut que tu privilégies vraiment des plateformes qui sont spécialisées dedans, et je vous déconseillerais même les plateformes de vente aux enchères en live pour les cartes gradées, à moins que vous ayez un concept autour de ça. Mais en gros, je veux dire, vous lancez pas un live de carte à unité, vous passez une ETB en box break et d'un coup vous passez une carte gradée, parce que là je pense que vous allez vous faire braquer. Par contre, si vous organisez un live avec uniquement des cartes gradées, etc., vous montrez les notes et tout bien, etc., je pense que ça peut bien fonctionner. Mais attention, vendre des cartes gradées, c'est pas un truc à faire de manière aléatoire. Il faut être vraiment intelligent et astucieux. Moi perso, mes cartes gradées, je vous l'ai déjà expliqué un million de fois, je les vends chez Grady Card Center. Donc elles sont dans mon vault, dans mon coffre-fort. Et en gros, dans ce coffre-fort, tu as la possibilité de vendre tes cartes sur leur plateforme. Et 1 à 2 fois par an, j'organise une vente. La prochaine, elle sera en début d'année 2026. Et en fait, tu mets tes cartes aux enchères qui sont gradées. Et du coup, une fois qu'elles sont vendues, tu n'as rien à faire en fait, puisqu'elles ne sont pas chez toi, tu n'as pas besoin de les expédier. Tout est géré par GCC et franchement, c'est un gain de temps fou. Et c'est là notamment que vous allez voir les plus belles pépites se vendre, notamment le Rayquaza Star PSA 8 qui est parti à 26 000 €. On a déjà vu du Draco FSM de base édition 1 PSA 10. On a vu des Mewstar, il y a des grosses têtes d'affiches qui sont sur l'application et qui vendent des cartes. Donc moi perso, je préfère aller chez eux pour acheter et pour vendre des cartes gradées. Bon, pour conclure, gagner de l'argent avec les cartes Pokémon, c'est possible. Tu peux même en vivre. Il y a plein de gens qui vivent uniquement de ça. Par contre, il faut avoir les reins solides, la tête sur les épaules, parce que c'est très, très compliqué. Tu vas te heurter à différents problèmes. Problèmes de stock, problèmes de fournisseurs, difficultés pour trouver des items, difficultés pour trouver des collections, météo capricieuse qui t'empêche d'exposer, plein de choses comme ça. Mais vraiment, c'est quand même incroyable de vivre de ça. Donc j'encourage toutes les personnes qui souhaitent se lancer à foncer les amis, vous n'avez rien à perdre. Ne quittez pas votre travail non plus pour vendre des cartes Pokémon, mais faites-le à côté, un side business pour commencer. Et je peux vous dire que vous allez vraiment kiffer parce que c'est toujours incroyable de vivre de sa passion et de gagner de l'argent avec sa passion.